Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Up and Thunder, le seul podcast français sur la franchise d'OKC. C'est Pierre qui vous parle, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Un nouvel épisode quelques jours après la trade deadline, on est dimanche, c'était jeudi, donc nous on est quelques jours après. Et une trade deadline qui nous a réservé pas mal de surprises, notamment une côté OKC dont on va pas mal discuter. Donc on va parler des trades qui ont pu avoir lieu, mais bien sûr avec un gros focus sur OKC. Et avec moi pour en parler, mon clone, apparemment selon certains, Charles-Élie, comment ça va? Et oui, depuis que j'ai présenté la dernière fois, bah voilà, dans la rue, on ne m'appelle que Pierre. Mais ouais, ça va plutôt bien. Voilà, OKC est pas en plus grande forme, notamment à cause des blessures, donc ça pourrait aller un petit peu mieux. On a quand même hâte du All-Star Break, on va pas se mentir, pour que tout le monde se repose un petit peu. Mais très content d'être là pour parler de ces trade deadline où Presti nous a encore réservé deux, trois petits moves. Mmh. Un gros, mais et d'autres liés, on va dire. D'autres, Et avec nous pour en parler, maintenant c'est le marathon man du podcast. Il est tout le temps là, le rookie. Comment ça va, Amaury? Bah, ça va très bien, merci. Écoutez, moi j'ai passé un super week-end. J'ai fait un petit atelier hier avec un petit poster chez fait à la main. magnifique, magnifique. Voilà, que je vais pouvoir afficher dans ma chambre. Non, bah donc ça va très bien. Stretch un peu étrange là, qui va arriver dans la semaine sans chez, sans notre porteur de balle. Mais bon, on regarde quand même le match, on profite bien de voir les role players avoir plus de responsabilités. Ouais, on en parlera peut-être un petit peu à la fin, si on a le temps de cette période, difficile et spéciale en même temps, avec des matchs serrés quand même. Donc on n'est pas ridicule, même en ayant, 5 joueurs capables, on va dire, 5 joueurs sous contrat à San Antonio. Mais on va surtout se focus, vous vous en doutez, sur la trade deadline et bien sûr sur le trade de Jared McCain, ça va être le cœur du sujet. Bah, avant ça, les petits rappels, abonnez-vous partout, toutes les plateformes d'écoute, YouTube, bien entendu, Twitch aussi, bien entendu, où on fait nos lives. Mais voilà, abonnez-vous pour suivre, le reste de la saison parce que mine de rien, une fois que le All-Star break est passé, il nous reste, même pas, un tiers de la saison, même pas un quart et on sera très rapidement dans les playoffs donc voilà, ça va être le moment où on sera le plus actif, donc n'hésitez pas à suivre ça. Bon, comme j'ai dit, on va d'abord se plonger dans les trades dans lesquels le Thunder est directement impliqué. Vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Et pour une fois, on va pas faire dans l'ordre chronologique, parce que la chronologie des trades et des annonces de Shams et autres, de Jake Fisher d'ailleurs, ça a été un peu laborieux. Ça a été un peu laborieux, on en reparlera. Mais on va d'abord parler évidemment du trade principal, le trade de Jared McCain qui arrive au OKC en provenant de Philadelphie. Donc le Thunder a envoyé le premier tour 2026 des Rockets et 3 seconds tours de draft, donc un en 2027 qui sera le deuxième plus haut entre celui des Rockets, des Pacers de Miami et d'OKC, toujours plus compliqué. Et ensuite 2 seconds tours 2028, celui des Bucks et celui du Thunder apparemment. Bon ça c'est même pas sûr, mais de ce qui est ressorti c'était ça. En échange du coup de Jared McCain uniquement, pas de joueur envoyé. Donc avant de vous laisser un peu la parole et sur le trade et sur, ce bon vieux Jared du coup, petit rappel sur le joueur qu'il est, sur son début de carrière très rapide. Donc McCain a été drafté en 2024 en 16e position, donc c'est un sophomore, il a été drafté par les Sixers, issu de Duke, donc une grosse fac. C'est un guard et vous l'avez vu sûrement sur le premier match, relativement petit, mais qui a quand même montré de très bonnes choses à Philly, notamment sur sa saison rookie où il a, sur le début de saison, on va dire, où il était valide, sur les 23 matchs ou 22 matchs qu'il joue, il tourne quand même à plus de 15 points de moyenne, on en reparlera, il a fait notamment une perf à 34 points, c'était un des rookies les plus réguliers, et d'ailleurs il était rookie du mois sur le premier mois de la saison. Et puis ensuite il s'est fait les croisés, enfin il s'est fait le ménisque, pardon, excusez-moi. Il s'est fait le ménisque, il a loupé toute la fin de saison. Sur son comeback, il a aussi été blessé au pouce, qu'il a éloigné des terrains jusqu'à novembre avec Philly. Et depuis, il rejoue, mais on sent que c'est pas le joueur qu'il était à son début de carrière, pour le moment en tout cas. Voilà, globalement. Charles-Élie, déjà, qu'est-ce que tu as pensé du trade sur le moment? Est-ce que tu as été surpris? Je pense comme la majorité, un peu hypé aussi. Voilà, c'était quoi ton sentiment à l'annonce? Alors, surpris, oui. Je pense comme tout le monde et comme le joueur, lui-même, Jared McCain l'a dit, il s'y attendait pas. Je pense qu'aucun fan du Thunder, aucun analyste n'avait, envisagé un trade, en tout cas de Jared McCain. On s'était dit qu'il y aurait peut-être quelques moves de la part de Presti. On en a parlé avec Amaury et Tom, dans le podcast, FAQ. On a donné pas mal de noms et
malheureusement pas celui de Jared McCain, donc un petit peu surpris et à la fois assez satisfait hein, pour ma part de ce trade, comme j'ai l'impression beaucoup de monde de la fanbase. C'est un joueur qui s'ajoute directement dans le roster, on n'envoie rien en échange. Évidemment, on en parlera peut-être un petit coup, on a libéré de la place dans le roster pour l'accueillir, donc Ousmane Dieng, qui n'est pas une grande perte, on va pas se mentir. Donc honnêtement, très satisfait parce que c'est un joueur qui est jeune, qui est encore sous contrat rookie. Voilà, financièrement, c'est déjà un très bon trade pour OKC parce qu'il est clairement dans cette idée d'OKC d'additionner un petit peu les contrats rookies, à bas salaire, et des rookies qui peuvent jouer et apporter de vraies minutes. Donc, déjà, envoyer le 1er tour de l'année prochaine et quelques seconds tours, c'est une bonne option parce que honnêtement, je préfère en fait, il vaut mieux McCain, donc un jeune qu'on sait talentueux ou en tout cas, on sait qu'il a déjà montré de bonnes choses et qui peut apporter directement, à l'effectif, plutôt qu'un pick avec un joueur du 1er tour qui est mystérieux et qui peut potentiellement être un bust. Donc même si ça marche pas forcément, financièrement, c'est un trade qui est OK et concernant le joueur, ben, c'est un joueur qui va venir, soulager des problèmes qu'on a, donc des problèmes offensifs. McCain, c'est un très bon shooter. Déjà dans son année rookie, il tourne à 38 à 3 points, donc ce qui est déjà très bon pour un rookie. Il a un geste en tout cas un jump shot qui est tout à fait, qui est beau à voir, hein, en tout cas un très bon geste, et notamment sur, catch and shoot. Lors de sa première saison, il est à 40 et même cette année il est à 41 pardon, et même cette année alors que ça va un petit peu moins bien, étant donné qu'il a été blessé comme tu l'as dit Pierre, qu'il fait pas le meilleur début de saison de sa vie, il est quand même à 40 sur catch and shoot, donc c'est quelque chose qui va vraiment aider OKC, et on l'a vu dès son premier match, hein, face aux Rockets hier. On le sent qu'il space, sur le terrain. Quand il y a Joe et lui sur le parquet, tu sens que il y a vraiment du spacing, donc ça va vraiment être intéressant. Voilà, je parlerai peut-être plus tard un petit peu des craintes qu'on peut avoir sur lui, mais en tout cas, moi, très satisfait de ce trade, et de cette arrivée de Jared McCain. Ouais, complètement, je te rejoins sur, plein de points que tu as dit et notamment, on parle beaucoup du fait qu'il a beaucoup plus de difficultés cette année à, développer son jeu. Il est passé de 15 points de moyenne l'année dernière à 6 points. Mais en même temps, c'est pas un moins bon shooter à 3 points. C'est-à-dire que c'était pas simplement l'année dernière, il était en suradresse à 3 points et cette année, ça s'est effondré. Il est toujours à 38% à 3 points. Enfin, maintenant, il est à 37,7. Il a baissé même pas de 1%. Et je pense qu'à Oklahoma City, on va pas lui demander de driver, de créer, etc. Même si de temps en temps, il peut être amené à le faire. Bah, notamment maintenant, on va avoir l'occasion de regarder un peu qu'est-ce qu'il est capable de faire en création offensive. Mais globalement, en playoff, bah, ça va être sur du kick-out de Shea. Bah, c'est sûr qu'avoir Jared McCain dans le corner, je pense que c'est mieux qu'avoir pas mal de joueurs de cet effectif et que ça peut être donc se rendre très utile. Maintenant, pour les points faibles, les points un peu d'inquiétude, bah, la défense tout d'abord. Il fait 1,90 m, Jared McCain. C'est pas loin. Je pense qu'il est plus petit qu'Isaiah Joe, c'est sûr. C'est l'un des joueurs les plus petits de l'effectif. Et on voit déjà qu'Isaiah Joe, c'est très compliqué en playoff à cause de sa taille. Et Jared McCain, c'est pas non plus, il n'a pas le corps de Lou Dort pour défendre. Donc, il peut pas non plus compenser cette taille-là par une puissance défensive extrême. Et deuxième chose, la création offensive, comme je viens de le dire. Cette année, en fait, c'est à 2 points qu'il a énormément de mal parce que, en gros, il a fait 38% à 3 points sur les 2 années. Mais cette année, il doit être à 38% à 2 points aussi, ce qui est l'un des pires de la ligue, tout simplement. Donc, notamment sur les paniers près du cercle où il est en énorme difficulté. En fait, c'est pour passer son défenseur, c'est-à-dire qu'il va prendre que des tirs compliqués, contestés. Quand l'année dernière, il arrivait beaucoup mieux à se démarquer. Après maintenant, est-ce que c'est parce que la blessure au ménisque, il a forcément perdu de la mobilité peut-être pour attaquer le cercle? Je sais pas, je suis pas médecin, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on va devoir surveiller parce que en l'absence des Jay Mitchell, en l'absence de J-Dub et même donc pendant le retour, si on peut avoir un créateur en plus, on va pas s'en plaindre à OKC parce que on a besoin, on n'est pas non plus, on n'a pas 25 porteurs de balles dans cette équipe. Mais pour revenir sur un côté plus positif, je vais un peu sauter les étapes, mais en fait numériquement on a remplacé Ousmane Dieng par Jared McCain. C'est ce qui s'est passé parce qu'on parle beaucoup de oui, le pick était pas utile. Mais en fait, tout simplement,
je pense que ça peut pas être pire qu'Ousmane Dieng. Dans tous les cas, Ousmane Dieng n'aurait pas été utilisé en playoff. Et on a dépensé le pick de Houston pour remplacer Ousmane Dieng par Jared McCain. Je vois pas comment on peut perdre au change. Au pire, on perd le pick de Houston qui est actuellement 23e, donc ce qui a pas une valeur extrême, pour récupérer un joueur à potentiel qui peut déjà être utile en playoff cette année, beaucoup plus qu'Ousmane Dieng, mais aussi l'année prochaine, l'année d'après, alors que le contrat d'Ousmane Dieng était finissant. On récupère un nouveau contrat rookie sur 3 ans, contrat qui se finira en même temps que celui d'AJ Mitchell. Donc, parce que j'avais eu des messages qui disaient oui, après AJ Mitchell, etc., on va garder McCain, leur contrat se finissant en même temps. Donc, on va avoir le même problème de prolongation. Mais donc, c'est 2 années et demie de Jared McCain en contrat rookie. Bon, vous avez envie de parler, vous avez dit beaucoup de choses, c'est un peu parti dans tous les sens. On va essayer de structurer ça. D'abord, si on revient effectivement, comme tu l'as fait à Maurice, sur le trade en lui-même, je suis d'accord avec toi qu'en fait, ce que tu donnes en échange peut paraître beaucoup, au final, pour un joueur qui a allez, il a fait 23 matchs bons, en fait. Cette année, c'était un peu plus compliqué, même s'il y a eu des petits flashs, et cetera. Mais en fait, dans ce que tu lâches, tu as le pick des Rockets qui sera effectivement très bas, à la prochaine draft et tu en as d'autres. On en reparlera, dans cet épisode, mais tu en as d'autres et tu allais pas tous les garder, tu allais pas tous les utiliser donc c'est bien en fait, de faire ce pari-là. Les seconds tours, je les compte même pas parce qu'on en a, à l'appel, mais de faire ce pari-là, comme tu l'as dit, on va chercher plutôt qu'un joueur, de complément et plutôt un vétéran comme vous avez beaucoup cité dans le dernier épisode là. On s'est dit: «Bah, on va refaire un énième pari sur un joueur que déjà était très bien coté à la draft par OKC». Ça a été ressorti un paquet de fois que, typiquement il aurait pu être pris avec le pick qu'il y avait. Qui avait montré des bonnes choses et qui revient de blessure et surtout qu'il y avait une opportunité de trade. Parce que Philadelphie voulait s'en séparer vis-à-vis de ce que j'ai pu écouter ou lire vis-à-vis du backcourt Maxey et Edgecombe qui avait bien prouvé, lui qui revenait un peu difficilement, des doutes sur la possibilité de faire jouer les trois, notamment défensivement, enfin voilà, il y avait pas mal de choses et surtout pour eux de pouvoir passer sous la taxe, c'était un peu leur piston pour faire ça. Donc tu as saisi un peu cette opportunité-là pour aller chercher, on va le dire, c'est un autre prospect, un autre pari un peu sur l'avenir, et c'est un peu une pièce en l'air qui alors peut-être que cette saison ne payera pas. Moi, j'ai du mal à le voir, et on en reparlera, être, tout de suite, avoir des minutes régulières, être dans la rotation, parce que pour l'instant, je vois pas qui y passe, honnêtement. Isaiah Joe, il le sort pas comme ça de la rotation, je pense, actuellement et là, c'est qu'il y a pas mal de blessés, donc on peut le voir et il a pas beaucoup joué. Donc à voir s'il peut apporter cette saison, j'y crois moyen. Peut-être qu'il aura 1 ou 2 matchs en play-off ou sur la fin de saison où il fera basculer le match par son adresse, il mettra 15 points et on se dira: «C'est le McCain game» et on a gagné grâce à lui. Mais dans la rotation régulière, j'ai un peu plus de mal. Par contre, sur l'avenir, quand on sait les échéances qui arrivent, quand on sait la complexité qu'il va y avoir pour garder le roster en état, notamment pour garder, eh ben, les role players parce que là, comme vous l'avez dit, de 1 à 15, OKC, c'est que des joueurs compétents, des joueurs que tu peux mettre potentiellement sur le terrain. Alors, faut peut-être pas tous les mettre en même temps, certains, faut peut-être, pianoter un peu là-dessus pour avoir et de l'attaque et de la défense notamment, mais globalement, tu as 15 joueurs valuables. Dieng était le dernier et on l'a vu d'ailleurs, on en reparlera ensuite, le dernier que tu devais lâcher avec un pic pour, en faire quelque chose. Là, tu as que des joueurs que tu peux un peu plus vendre et donc pour gagner sa place dans la rotation et pour réussir à garder cet effectif l'année prochaine, ça va être compliqué. Mais imaginons l'année prochaine, tu fais un trade, tu perds ou alors tu perds des joueurs, tu perds Joe, tu perds, Dort, ah bah, tu seras peut-être content lui de l'avoir sur le banc et d'essayer de le développer aussi parce que c'est pas je sais pas si c'est un profil qu'on n'avait pas, mais il ressemble c'est un peu un mix entre, Isaiah Joe qui met ultra spécialiste, McCain a un peu plus la balle en main. On l'a vu d'ailleurs, son premier panier qu'il met, il met un petit drive, il met un step back et cetera. Mais on n'est pas non plus dans du AJ Mitchell quoi, où, je pense qu'à l'instant T, il y a un monde d'écart entre les 2. Mais ouais, j'attends de voir et effectivement après on pourra reparler un peu de son jeu, mais déjà sur le principe du trade, j'ai été surpris et je trouve ça très intéressant qu'on se dise pas: «On va juste chercher un complément». On se dise: «On cherche peut-être un complément, peut-être qu'il va pallier quelques problèmes d'OKC, notamment au tir, mais on cherche aussi un complément peut-être sur l'avenir et un pari sur l'avenir». Ce qui, on le verra plus tard, si ça marche, mais ça peut payer. Ça peut payer ça quand tu auras une équipe chère d'avoir un joueur sous contrat rookie et puis juste pour spécifier ce que tu as dit à Amaury, du coup, il a 2 team options, donc l'année prochaine et celle encore après, 4,4 millions l'année prochaine, 6,7 millions l'année d'après. Donc vraiment, tu as la main mise un petit peu
sur son avenir à OKC. S'il prouve, tu peux le conserver. S'il prouve pas l'année d'après, tu l'enlèves, tu peux le trader. Enfin, voilà, tu as vraiment de la marge pour en profiter un peu de ce talent-là. Complètement. Puis c'est pas bête parce que de toute façon, la vraie raison pour laquelle, Jared McCain il est disponible, c'est son état de santé et son début de saison qui est en dessous des attentes. Donc c'est comme tu l'as dit, un bon pari de l'essayer. Bon, apparemment, d'après Daryl Morey, ils étaient un peu trop hauts sur lui. Ouais, alors faut voir la C'est déclat pareil complète, avec tu vois? Isaiah Joe, hein, de toute façon, Ouais. apparemment, apparemment, on a bien envie d'aller pêcher nos shooters à Philly. Mais ouais, sur le principe, voilà, comme on l'a dit, c'est intéressant et tu sens de toute façon cette ambition de la part de Presti de vraiment faire des trades pour le long terme et tu n'as pas cette sensation de win now parce que déjà, tu as déjà gagné. Et enfin voilà, tu as vraiment cette envie de créer quelque chose autour de ton squelette qui est ton Big Three, Shai, J-Dub et Chet, et vraiment mettre des petites pièces à côté à bas salaire qui peuvent t'amener une équipe et un roster compétitif. Et tu le disais, ouais, c'est un peu un mix entre Joe et Mitchell. Là où je le vois vraiment aider le Thunder, si on parle vraiment dans l'aspect purement, sur le terrain, en tout cas en attaque, je pense vraiment que c'est un joueur où on va le voir jouer, comme Joe le fait sur les trappes de Shai. On va le voir, je pense, poser des écrans pour Shai et des flare screens pour le libérer. Et comme j'ai dit, c'est un très bon joueur, à 3 points sur catch and shoot. Donc je pense qu'au début, on va vraiment le plus l'utiliser en tant que ouais, que spot-up shooter ou un petit peu moins la balle en main. Et après, si on peut lui donner parfois quand on est en galère, ça va être possible. Mais je pense que c'est vraiment enfin, en tout cas, s'il veut faire sa place, dans un premier temps, ça va vraiment être essayer de marquer ses 3 points ouverts et essayer de ne pas être problématique en défense. Parce que tu l'as dit, Amaury, il est petit, il a des petits bras, une petite envergure, il est pas athlétique. Donc c'est sûr qu'en playoff, tu as quand même un petit peu cette crainte qu'il se fasse, un petit peu trop ciblé et que ça fasse un petit peu comme Isaiah Joe. Isaiah Joe en playoff, c'est un joueur qu'on voyait quasiment pas parce que, bah, déjà il mettait pas le peu de tirs qu'il avait et en défense, c'était, presque injouable. Donc ouais, ça va vraiment être à lui de montrer qu'il peut avoir un niveau, décent en défense et qu'il peut en attaque apporter. On lui demande pas de mettre 15-16 points par match comme il l'a fait dans ses débuts à Philly. Parce que de toute façon à Philly, c'était un contexte particulier, il y avait tout le monde qui était blessé. C'était le seul joueur à pouvoir porter la balle, donc c'est normal, il avait un gros usage. Ça sera jamais le cas à OKC, en tout cas, je le pense. Je pense pas qu'il nous fasse une AJ Mitchell à complètement percer la rotation et qu'on lui donne beaucoup la balle. Mais en tout cas, si c'est pas cette saison, ça peut être la saison prochaine qui montre qu'il est vraiment un élément important dans la rotation, quoi. Ouais, et il sera un élément important des TikTok de Jalen Williams aussi. Mais non, plus sérieusement, c'est aussi un joueur qui perd pas beaucoup de ballons et ça va bien se fondre dans l'effectif parce qu'il est capable d'être bon dans les transmissions, notamment, tu viens de le dire, sur les trappes de Shai. Donc c'est aussi positif d'avoir un joueur qui, malgré son gros usage l'année dernière, ne perdait même pas de ballons par match en 25 minutes. Ouais, après, tu vois, moi, par rapport à ce que vous dites, si ça devient une copie de Joe dans comment on l'utilise et dans ce qu'il fait, l'intérêt, il va être limité, quoi. Enfin, parce que là, pour l'instant, et vous l'avez dit, c'est le pire défenseur sur la ligne extérieure du roster, en entier, hein, et je pense que d'assez loin, même. Parce que Joe, on peut dire ce qu'on veut, il y a les limites physiques, mais tu regardes contre Houston, alors ouais, il y a des fois, il se fait sanctionner, mais il a fait quand même un chantier, quoi. Et il y a plusieurs matchs où il peut faire un chantier et tu sens. J'attends de voir en playoff, encore une fois, mais je le sens quand même bien meilleur que les autres années. C'est bon, c'est pas le sujet, mais voilà. Et je pense que McCain est pour l'instant très loin de ça. Quand je voyais défendre sur Rich Shepard, j'étais pas si serein que ça sur le match qu'il a joué. Alors après, il vient d'arriver, il a pas les systèmes défensifs, il a pas les systèmes offensifs, il est encore rouillé. Mais voilà, si c'est juste du Isaiah Joe au moins, pas d'intérêt. Donc pour moi, vraiment, il doit être capable, lui, de porter un peu plus la balle. Pas d'un niveau d'un Mitchell, effectivement, qui est devenu, franchement, ton troisième porteur de balle, voire deuxième.
en termes d'efficacité, tout ça. Mais il doit être capable d'apporter, surtout dans ces périodes de blessures, il doit être capable d'apporter un peu plus qu'un Joe là-dedans ou que des joueurs qu'on a vus, ou enfin que le joueur qu'on a vu hier, tout simplement. Et après, ouais, défensivement, j'ai des gros doutes. Franchement, je enfin, je sais pas pour l'instant en playoff si tu peux le faire jouer. J'ai un peu peur ou alors vraiment de manière sporadique. Après, je me dis toujours que dans les autres équipes, il y a des joueurs pires que ça qui jouent. Mais est-ce que nous, on arrivera enfin, on arrive à le cacher ou est-ce que les autres équipes vont vraiment exploiter que lui comme il y a que lui qui défend pas? Voilà, c'est toujours le même problème. Mais après, il y a plein de points positifs au-delà de ça. Le tir en est un énorme, les comportements au travail, les TikTok entre guillemets, mais ça va avec, l'esprit d'équipe et tout ça, ça va être parfait à OKC. C'est pour ça qu'il a été, encensé à son entrée alors qu'il avait enfin ça m'a même choqué à quel point il était encensé. Après je trouve qu'il y a quand même une grosse dichotomie entre ceux qui se basent sur ces 23 premiers matchs de l'année dernière, où effectivement si OKC récupère ce jour-là, tu dis: «Bon, bah, là, ça va faire très mal» et ceux qui se basent plus sur cette année où, bah, comme tu l'as dit, Amoré au tout début, il a du mal à aller au cercle, il a du mal à passer ses joueurs et ça devient juste un spot-up shooter où il est très fort. Ça, il y a rien à dire, il est adroit, il est fort. Mais tu as plus tout cet aspect, création, finition au cercle et cetera. Donc, ouais, c'est compliqué. Il faut voir, si là, sur cette fin de saison, on arrive à lui redonner des jambes et il peut, apporter en playoff. Sinon, effectivement, ça sera l'année prochaine le jugement, pour lui, c'est sûr et certain. Après, tu parles que enfin voilà, si c'est un Isaiah Joe bis, ça sert à rien de le faire jouer. Il va quand même t'amener du tir à 3 points et du tir à 3 points à OKC, on en manque toujours, quoi. Et il Ouais, va mais t'apporter du tu fais déjà spacing, pas tu vois? jouer Donc Joe en playoff. Donc, oui, mais parce que Joe mettait pas non plus ses tirs en playoff. alors Il y a ça aussi que ouais, ouais, c'était si moins Joe pire que mettait d'autres, quoi. si C'était si Joe mettait ses tirs il avait mis ses ouais, tirs en ouais. playoff, il aurait eu plus de minutes, je te le garantis. Donc certes, enfin, défensivement, on a tous, je pense, de sérieux doutes, mais si, il plante 3 points sur 3 points et qu'il peut parfois prendre un petit peu la balle et jouer pour lui, il se remet en confiance, ben et que si défensivement, c'est pas terrible, mais il arrive voilà, comme le fait Joe à faire les efforts, à compenser un petit peu avec, beaucoup d'envie, en étant très haut sur les porteurs de balles et cetera, ben, tu vas avoir envie de le mettre sur le terrain, tu vois, je pense. Surtout que défensivement, bah, tu parlais de sa défense sur Rich Shepard. Bah, de l'autre côté, Rich Shepard est 1000 fois pire en défense, par exemple. Enfin, je Ah suis oui, mais beaucoup plus après, confiant avec McCain Ouais, qu'avec. mais Parce que, mais parce Rich qu'on a le Shepard, il prisme. gagne un ballon sur Chet, dans le clutch, en contestant au poste, quoi. Ouais, mais Parce le premier qu'on n'est quart-temps, pas par incapable exemple, d'exploiter la faiblesse. c'est C'est ce vrai. que je dis, il faut réussir à exploiter la faiblesse. Si tu n'arrives pas à le mmh, faire, ah bah, ça sert à rien, en fait. Tu peux jouer Rich Shepard et offensivement, il est Bien pour sûr. l'instant meilleur, je pense, que McCain, hein. Ah oui, non, mais oui. 1000 fois, 1000 fois, 1000 fois. Mais par exemple, bah, le premier quart-temps, il s'est fait cibler tout le premier quart-temps. Je suis pas sûr Mmh. que ce soit une strat aussi forte sur McCain, même si, oui, mais en fait, on a le prisme Oklahoma City. Oui, je suis d'accord, c'est notre pire guard défensif, mais en même temps, il y a 80 des joueurs NBA qui défendent moins bien que Isaiah Joe. Non, j'exagère, mais il y a au moins 50. Isaiah Joe est au moins un défenseur, meilleur que la moyenne. Moi, je pense sincèrement qu'il est dans une autre équipe, on parle absolument pas de sa défense, mais que simplement, il joue avec Caruso, Kaysen Wallace et Shea en défense, donc forcément on va appuyer sur ce point. Maintenant, bah, en fait, si c'est Isaiah Joe, bah, enfin, si c'est Isaiah Joe et que c'est exactement le même joueur, bah, ça reste Isaiah Joe en moins cher, en fait, au final. Ça reste 4 millions l'année. Et Non, c'est sûr. c'est pour ça que ce que je veux dire, je suis pas sûr qu'il y a 100% que ça va marcher, que ce sera un énorme porteur de balle, mais au pire du pire, bah, il garde ses 38% à 3 points et on le paye 4 millions pendant 3 ans. C'est pas, enfin, je pense que c'est pas, il n'y a pas de drame en fait. C'est dans le sens, ça peut pas être un mauvais trade, ça peut être un coup manqué, comme Gordon Hayward l'a été dans un tout autre contexte il y a 2 ans. Bah, le risque n'est pas énorme en fait. C'est ça, c'est plutôt ça Mmh, mmh mh. que j'aimerais appuyer. Ah non, ça c'est sûr, que tu as aucun risque, c'est même full bénéfice de faire ça plutôt que de surpayer un joueur, bah, soit sur la fin de saison pour faire un one shot, soit, sur le futur où effectivement tu es pas sûr que ça clique. Là, tu as vraiment c'est un potentiel en vrai, je suis en train de regarder les âges. À part Topic et Sorber, c'est le plus jeune du roster. Donc en Oui, fait, c'est vraiment un de tes prospects potentiels que tu peux essayer de développer et qui avait déjà une petite hype et qui avait déjà développé les choses. Parce que là, moi, j'ai fait un peu le méchant, mais si tu vois le bon côté de la pièce, si il arrive à redevenir un joueur qui a du rythme, qui peut apporter, et cetera, ah bah, c'est super intéressant. C'est super intéressant. C'est juste que mais là, pour l'instant, il a déjà des limites physiques, de taille, d'envergure, de tout ce que vous voulez. Si en plus il a des limites, de rythme, de côté athlétique à cause de ses blessures, ça va devenir dur
Et tu vois, en fait, effectivement, Isaiah Joe, c'est peut-être un défenseur dans la moyenne, voire au-dessus, ça dépend comment on le considère. Mais il y a des défenseurs en dessous de la moyenne qui physiquement compensent. Mmh. J'ai pas d'exemple concret, mais un Tari Eason, par exemple, s'il est mauvais en défense, je dis pas que c'est le cas, mais il aura beaucoup plus de facilité à compenser comme un Isaiah Joe, quoi. Lui, il est déjà grand, il prend des rebonds, etc. Et c'est ça qui est problématique. C'est pour ça que Trae Young est nul en défense, et vu ce côté athlétique qui n'est pas là, concrètement, bah, il est encore plus ciblé. Là où bah, peut-être qu'un Lucas s'en sort encore mieux parce qu'il peut prendre des rebonds, il peut résister à des impacts, alors qu'il est peut-être pas meilleur que ça en défense. C'est juste pour illustrer, je dis pas que tout ce que je dis est vrai, mais c'est juste que déjà par son manque de taille et d'impact physique, bah, c'est dur, quoi. C'est vraiment dur. Et donc il va devoir qu'il soit encore vraiment meilleur en défense pour pas être ciblé. Et ça m'inquiète un petit peu parce que quand on se disait qu'on aurait bien aimé avoir un ailier, de la taille, etc., c'était ma Ah première bah, oui. réaction. Je dis bon, on repassera, quoi. Parce que c'est le joueur le plus petit du roster, je pense, à peu près. Donc, ouais. Après, du coup, tu vas peut-être plus, voilà, essayer de trouver de la taille, un grand 4 ou même, voir un poste 5. Bon, après, tu en as quand même dans le roster avec, le retour de Thomas Sorber. Mais à la draft, tu vas peut-être plus axer là-dessus, sachant que là, du coup, tu as balancé un 1er tour pour un joueur que tu sais qui a du potentiel, que tu sais qui va combler, quelques faiblesses en attaque, du shoot et potentiellement voilà, de la prise de balle et pourquoi pas de la prise de décision, balle en main. Donc ouais, ça reste un vrai pari et après de toute façon, ce qui va aussi énormément jouer, tu en as un petit peu parlé Pierre, c'est son état de santé, quoi. Voilà, il revient d'une blessure au ménisque, il a eu une blessure au pouce. S'il n'arrive pas à se remettre en forme et à être apte, physiquement, sans parler de vraiment ses dimensions physiques, s'il n'est pas apte, physiquement, s'il n'est pas au niveau, ça va être compliqué de le faire jouer. Donc c'est aussi là que, pour ma part, j'ai pas mal, d'inquiétudes, quoi. Bah, est-ce que t'as pas un autre joueur injury prone, là? Tous tes prospects, en fait, ils sont Ouais, bah, ouais, leur c'est ça, saison rookie et autres, c'est ça. parce qu'en vrai, C'est vrai après, qu'ils c'est sont c'est ils c'est sont stylé l'année prochaine, si tu perds des role players, bah, t'as 2 rookies et un prospect intéressant en plus. Tu te dis, bah, c'est cool à développer en sortie de banc et tout, mais faut que les mecs soient là, quoi. bah, Et ouais. lui, il a quand même, il a mal commencé, en tout cas. Je dis pas que ça va Mmh. continuer, j'espère pas, mais il a mal commencé. Après, effectivement, en termes de potentiel, je suis pas sûr je sais pas ce que tu aurais fait du pick, mais en 23 ou 25 des Ouais, Rockets, c'est ça. un joueur comme ça. Alors tu peux avoir un AJ Mitchell en second tour ou en two-way, voilà, mais Tu peux là, avoir tu as quand Dillon même Jones un peu aussi. plus de choses. Tu as plus de choses, et puis effectivement, c'est sorti que Presti le voulait à la draft. Bon, bah, Mmh. il s'est fait un petit plaisir Bah, et ouais. il apprécie le joueur, ce qui a l'air d'être le cas, hein. Bah, ça fait sens de tenter ça plutôt que d'aller chercher, je sais même pas qui on serait allé chercher. En écoutant votre épisode de la semaine dernière, effectivement, il y avait des noms intéressants, mais je sais même pas si on aurait pu, aller chercher bien mieux. Et en plus, on va le dire, c'est assez cher peut-être pour lui, ça dépend comment on le considère, ce qu'on a payé, mais il y a que nous qui pouvons se permettre ça. Donc, Mmh. bon. Ouais, Mmh. clairement, Mmh, clairement, clairement. clairement. Donc est-ce que, vous avez d'autres choses à dire sur McCain? Est-ce que, peut-être pour finir, on le voit en playoff, là, à l'instant T? Vous y croyez ou pas du tout? À l'instant T, non. J'ai du mal à le Non, mais si je te voir. dis là, tu dois pronostiquer sur le fait qu'il sera là en playoff. Ah! Là, tout de suite, non, je suis d'accord avec Mmh, toi. là, tout de suite, non. Moi, j'ai espoir qu'il prouve, un petit peu, notamment grâce à son shoot et qu'on soit trop en galère offensive et que défensivement, il fasse le minimum syndical et qu'on puisse, l'aligner en play-off et par contre, en play-off, voilà, si offensivement ça clique pas, s'il met pas ses tirs, ça dégage, quoi. Mais je pense qu'on le verra dans tous les cas en play-off, ça, c'est sûr. Ouais, moi je pense qu'il jouera en playoff. Moi je suis assez haut sur lui. Je sais pas s'il sera dans la rotation de tous les matchs, mais à l'instar différemment d'un Jalen Williams, je pense que sur certaines match-up où peut-être on joue Rich Shepard par exemple, je pense qu'on peut se permettre de Mmh. mettre McKee sur le terrain pour amener un peu de pacing en attaque quand on en a besoin parce que Lou Dort est sur 3 matchs d'affilée, il a mis à la 0 sur 13 à 3 points. Ouais, je pense que pour l'instant, le mieux que je peux en espérer, c'est vraiment ça. C'est il rentre un moment 5 minutes, parce que tu tentes un truc, et si ça marche, tu le fais jouer un peu plus. Mais en fait, pour moi, bah, t'enlèves Topic et Sorber, il y a peut-être 12 joueurs devant lui. En vrai, hein.
tous les joueurs sont devant lui. Et il y a beaucoup de joueurs à son poste si tout le monde est en bonne santé. Donc c'est un peu dur pour l'instant de l'imaginer avoir des minutes régulières, surtout que en fait, l'absence de Mitchell, par exemple, il gagne des points en étant absent. Quand je vois ce que ça donne, bon, même s'il y a les autres absents aussi à côté, tu te dis, ouais, là, tu rajoutes Mitchell, on gagne déjà plus de matchs. On en reparlera, mais c'est déjà un peu plus facile. Ouais, je sais pas. Là, par contre, il a carte blanche pendant quelques matchs, là. Il faut qu'il en profite. Parce que, pour le coup, son premier match, alors, il a pris des tirs, mais il aurait pu être un peu moins timide, presque, des fois, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Tu sentais qu'il voulait bien faire, je pense, plus que prouver. Ce Il qui est voulait être bien. propre. Il a pas mis un gros coup de pied dans la fourmilière et arrivé et Mm. dire bon bah voilà, je joue mon jeu, je vais montrer ce que je sais faire. Il a plutôt joué voilà il a suivi un petit peu, je pense, les consignes. Il a vraiment voulu s'intégrer dans le jeu de Casey plus que vraiment montrer ce qu'il savait faire. Mais c'est Il a sûr plus de jours que après. ouais, c'est ça. Mais après voilà, son début de saison n'aide pas aussi à se dire qu'il jouera en Ouais. play-off, quoi. Il est clairement sur un mauvais début de saison, il est difficilement en rythme, donc c'est sûr que ça aide pas. À lui de voilà, sur cette fin de saison, à prouver qu'il a sa place. Et après, on t'en a rapidement parlé, Pierre, c'est pour le coup un gars qui va, je pense, très très bien s'intégrer dans la mentalité Thunder et dans le vestiaire. Enfin voilà, c'est un gars qui est réputé comme étant un gars très souriant, très bonne vibe et Ça se voit, qui hein. voilà, apporte, oui, ça se voit de toute façon, qui a l'air très marrant, etc., qui apporte une bonne ambiance dans l'effectif. Donc ça joue aussi et c'est pas plus mal par rapport je sais pas, peut-être un Dieng pour le coup qui devait potentiellement être plus discret, plus réservé. Donc Ou, c'est c'est ou Gordon Hayward, c'est une bonne comme vous chose. l'avez cité Oui, la semaine Gordon dernière. Hayward. Gordon Hayward aussi. Qui enfin j'espère vraiment que Jared McCain ne va pas nous faire une Gordon Hayward et qu'il prendra plus de 1 tir par match. Mais ouais, voilà, c'est un critère aussi à prendre en compte. Oui, et puis mentalement aussi, je pense que ça peut lui faire du bien, ça peut lui faire un reset mental, où il est passé d'une situation l'année dernière où il y avait full blessé, il avait tous les tirs, où il était bon, à aussi cette année, un début de saison où il n'a pas joué, et ensuite où il a quand même joué 38 matchs en fait. Il a joué cette saison, Jared McCain, Mm. mais il est arrivé dans un contexte où il a eu un rookie exceptionnel sur le début de saison, sur les 10-15 premiers matchs, qui a du coup gardé sa place, gagné sa place. Et lui, il s'est retrouvé en sortie de banc dans un rôle où il savait pas trop ce qu'il devait faire, dans une équipe où Philly, c'est bien le retour d'Embiid, etc. Mais lui, ils savent pas vraiment ce qu'il joue, je pense, cette année, encore une fois. Jouer le titre dans l'équipe championne, ça peut aussi lui faire du bien mentalement. Et voilà, c'est pour ça qu'on peut aussi être excité de le voir jouer sous nos couleurs. Non, on est très content de ce trade et de le voir arriver. Mais mettons quand même voilà, c'était important de mettre quelques limites parce qu'il y a des trucs qui sont passés. C'était un mode, comment on a laissé faire ça, etc. Doucement, parce que pour l'instant, c'est pas le joueur que c'était en début de saison dernière, où là, effectivement, ça aurait été un peu inquiétant. Enfin, ça aurait été très positif pour OKC d'avoir ce joueur-là. Voilà. De toute façon, on n'aurait jamais eu le trade s'il avait Non, commencé la saison comme il l'a commencé l'année dernière, clairement. non, clairement. Je pense pas. Non, non. Parlons de Ousmane Dieng. Tu en as un peu parlé, Charles Ely, comme quoi on avait fait de la place en le tradant. Puisqu'effectivement, OKC avait le roster plein, pas de place pour Jared McCain, et pas de joueurs ont été envoyés contre lui. Donc il fallait bien trouver un quelconque moyen de faire ce trade-là. Donc sans surprise, vous le savez depuis un moment, c'est Ousmane Dieng qui a été tradé avec un second tour de draft contre Mason Plumlee Hornets. Donc ceux qui nous disaient qu'on pourrait récupérer un petit truc contre lui, et qu'on disait pas trop, c'était quasi sûr. Et Plumlee, lui, sera coupé pour laisser une place dans le roster. Donc pourquoi on a fait ça et pourquoi on n'a pas coupé direct Dieng ? Et en fait, parce que ce move permet d'économiser de l'argent et de payer Jared McCain. Parce que en tradant Dieng pour Plumlee en le coupant, tu récupères une trade exception parce que Dieng vaut plus. Enfin, Plumlee vaut plus cher ou Dieng vaut plus cher ? Je m'embrouille. En Non, tout cas, Dieng est plus cher. Dieng. Dieng est plus cher Ouais. parce que Plumlee, Ouais, il est au Dieng est minimum. plus cher. Ouais, mais tu récupères une trade exception qui te permet de ensuite absorber le contrat de McCain une fois que Plumlee est coupé. Donc voilà, c'était important de faire ce trade-là.
Et c'est pour ça aussi que Dieng n'a pas été envoyé direct à Philly, ça faisait pas de sens pour eux non plus. D'ailleurs, je sais plus où il est à Chicago maintenant. Il a fini à Non, les Chicago. Bucks. À Il a Milwaukee? fini aux Bucks, non? À Milwaukee, Non, ouais, Bucks. j'ai hésité. Non, Je sais plus dans quel ordre Il a c'était. fait Hornets, Bulls, Bucks. Bulls, Bucks, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, et ben, déjà, bon vent à Ous, qui sera quand même champion NBA avec OKC, pour lequel on a espéré peut-être bien trop longtemps. Bon, nous, ça fait un moment qu'on n'espère plus, mais certains ont poussé jusqu'au bout pour lui. Petite dédicace à tous les fans, mais on espère que ça ira mieux ailleurs pour lui. Il n'avait pas de place à OKC. Il n'a pas prouvé non plus qu'il pouvait en avoir une. Donc, voilà, on lui souhaite de prouver que c'est un bon joueur NBA. Mais maintenant, comme vous l'avez dit, tu remplaces McCain par Ousmane Dieng, bah, ton roster il est meilleur. Hein, c'est aussi simple que ça. Oui. Clairement, bah, de toute façon, pas grand-chose à rajouter. Voilà. Merci Dieng pour ces 4 ans, je crois. C'est 4 ans? 4 ans. Enfin, du coup, 3 ans et demi à OKC. Voilà, comme tu l'as dit, il a quand même le mérite d'être champion NBA et champion aussi MVP des finales avec le Blue, ce qui n'est pas rien. Donc, on espère pour lui qu'il fera son trou NBA, même si je le vois plus rejoindre l'Europe, un petit peu comme Malédon l'a fait, l'ancien du Thunder, par exemple. Fort, en Europe, pour être très fort. Hein, très fort. parce que Ah oui, physiquement, il se en au-dessus. Europe, ça peut être très très fort. Peut-être un peu court pour la NBA, mais voilà, hein, ça nous aura servi en tout cas du coup pour accueillir McCain, un petit salary dump. C'était compliqué de récupérer des assets avec Dieng. Moi, je l'avais dit pendant le podcast FAQ, je pensais vraiment que c'était une bonne idée d'en faire quelque chose à la deadline, parce que de toute façon, on l'aurait pas re-signé à la fin de son contrat, parce que Dieng sera free agent là, à la fin de la saison. Donc non, un bon move finalement qui te permet d'avoir McCain en fait. Tout simplement, pas grand-chose à rajouter. Bah, merci Ousmane Dieng pour un des highlights de cette chaîne aussi, la draft, qui est peut-être le plus grand moment d'Ousmane Dieng à Oklahoma City d'ailleurs. C'est vrai. Je crois que C'est c'est vrai le que plus c'était grand un sacré événement, ça. Ouais, mais Constant, oui, effectivement. exactement. Mais sinon, bah oui, il a pas pu trouver sa place. On a essayé, hein. On n'a pas fait, on n'a pas essayé, on peut pas avoir de regrets en tout cas sur Ousmane Dieng, mais il était temps de changer. Et voilà, je vais pas répéter ce qu'a dit Charlie, sinon je suis entièrement d'accord avec tout ce qui a été dit. Je lui souhaite le meilleur pour la suite, que ce soit en Europe, s'il arrive à réussir en NBA, à Milwaukee, du coup, il me semble. Enfin, je croyais qu'il était à Chicago avec toute la team des Français. Non, c'était retradé, ouais. Il a été retradé, ouais. Ah ouais, Je pense, ouais. Et bah, bon vent à Milwaukee. On va jouer contre lui, du coup, cette semaine. Super. Ah bah on verra, oui, s'il est là ou pas. S'il joue, oui. S'il joue, Ouais, ouais. s'il joue. Ouais, Milwaukee, il a peut-être moyen de jouer un petit Ouais. peu en ce moment, mais Exactement. Oui. non, voilà. moi, peut-être pour conclure sur Dieng, en fait, ce qui est intéressant peut-être pour parler de lui, c'est peut-être le symptôme de ce qu'on ne fera plus et qu'on a tenté à la draft, où c'est peut-être le dernier joueur à voir avec, bon, il y en a qu'on connaît pas, Sorber et Topic, mais dans ce qui dégage, c'est peut-être l'un des derniers où on a plus drafté au profil et un espoir de potentiel que sur des choses un petit peu plus déjà prouvées. Bon, pour Topic, c'est pas le cas, mais on verra pour Sorber. Et même prouvé, j'ai envie de dire, dans le travail, comportement, etc., où il y a peut-être une attention qui est un peu plus poussée maintenant là-dessus. Je dis pas que Dieng avait un mauvais comportement, et voilà. Mais tu sentais qu'il n'était pas dans le même peut-être mood que les autres, dans le même optique, etc. Donc j'espère que ça pourra le relancer en partant, mais effectivement, son intégration n'a pas été super simple. Mais peut-être que du coup, voilà, tu ne tenteras plus des choses comme ça. Et maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est de revenir sur le trade de Dieng à la draft. Voir ce que ça nous a coûté, effectivement, cette pièce en l'air pour avoir Jared McCain 2 ans plus tard. Et il y a eu un tweet là-dessus, donc je le reprends. Mais en gros, à l'époque, tu avais tradé 3 picks à New York pour avoir ses droits. Le 2023 des Nuggets, protégé top 14, le 2023 des Pistons, protégé top 18, et le 2023 des Wizards, je ne sais pas combien de picks on avait en 2023, et qui étaient protégés en loterie. Ces picks, ils ont donné pour le sud des Nuggets Nick Smith Jr., donc a été tradé ensuite. Pour le sud des Pistons, il est finalement tombé en 2025, et c'est Johan Berger, français, drafté en 17. Et celui des Wizards, il est protégé top 8 à la draft de cette année encore. Donc il n'est pas tombé, il ne tombera pas, et ça sera de second tour. Donc voilà ce qu'il a coûté. Et en fait, ce qui est aussi mis en valeur et ce qui est ressorti souvent, c'est que ce trade-là permettait d'empêcher d'autres équipes d'aller chercher Jalen Williams à la draft, concrètement. Et c'est surtout pour, je pense aussi, une partie des raisons qui font que OKC
a fait ce trade-là et aussi a drafté Dieng avant Jalen Williams avec leur propre pick si jamais un trade capoté, etc. Donc voilà, c'est bien de remettre ça un peu prendre du recul sur ça. C'est pas un bon trade, on va se le dire. On va dire qu'on a fait ça pour avoir J-Dub. Les conséquences derrière, il n'y a pas eu un loupé énorme sur un des joueurs qui est ressorti pour l'instant, en tout cas, on verra dans le futur. Mais voilà, en gros, pour ceux qui voulaient un peu de recul là-dessus, c'était bien je trouvais ça bien de revenir là-dessus. Ce sera quand même un beau loupé. Ouais. Ouais, c'est un beau loupé. Sachant que. Enfin, C'est ouais, pas Sudoku, je pense que Sudoku c'est pire. Je sais pas si on l'a déjà fait, mais Sudoku c'est pire, je pense. Ouais, parce que celui de Poku, on monte vraiment et tout. Mais ouais, puis même Dieng, c'est un petit peu comme tu l'as dit, le dernier vrai pari de l'époque où on tankait pour obtenir des picks, c'est un petit peu le symbole de ça. Et bon, bah voilà, c'est un loupé. Heureusement, Jalen Williams, ça l'a fait. Il y a plein d'autres bons choix qui ont été faits à la draft de Presti et d'autres mauvais. Surtout C'est comme ça, hein. De quoi? Surtout cette année-là, 2022. Ouais, surtout cette année-là, Ouais. parce que c'est aussi l'année de Chet, en effet. Donc non, c'est quand même au global, il n'y a pas que des ratés, mais celui-là en est un. Et voilà, c'est aussi malheureusement pour Ousmane Dieng, à l'époque où on l'a drafté, on jouait les bas de tableau et en fait, une fois qu'il est arrivé directement, on a commencé à être un peu compétitif et en fait, ça fitait pas forcément avec la timeline d'OKC. Je pense il lui fallait plus de temps dans une équipe, potentiellement, mauvaise pour qu'il puisse, faire ses erreurs, avoir des ballons, etc. Là, OKC, c'est trop vite retrouvé dans une équipe contender, ce qui fait qu'il a pas pu se développer. Ouais, et puis il a été joueur NBA ready, et notamment Chet qui était blessé la première année, mais en tout cas Jalen Williams qui était lui NBA ready et directement dans la rotation. Quand on a vu Ousmane Dieng, même en 4e année, incapable de gratter des minutes, même quand il n'y avait personne. C'est triste. Non, compliqué. Ouais, mais même J-Will, c'est cette draft-là d'ailleurs. Oui, c'est vrai, c'est Jalen Ouais, aussi. c'est vrai. Donc, C'est J-Will. Tout à fait. Oui, tu commençais d'avoir une équipe un peu correcte. Il te manquait des joueurs sur le banc. Il aurait peut-être pu trouver ça, mais tu avais des joueurs meilleurs que lui et qui sont arrivés, des paris qui arrivaient un peu, des Wiggins, des Joe qui arrivaient aussi, si je me trompe pas cette année. Joe, c'était avant. Ouais. Non, c'est cette Ah année. oui, c'est vrai. C'est cette année, tu le signes. Joe, Vraiment une année. En fait. Ouais, C'est Joe, tu le signes même, tu le signes en décembre, je crois. Enfin, ou en novembre, je sais plus. Mm. Peut-être juste Non. avant la saison, non? Ouais, juste avant la saison, et il rentre dans la rotation en novembre sur un Il match rentre dans la rotation avec contre son les match Mavs. contre les Mavs, je me Contre rappellerai les Mavs, toujours. ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Et lancer sa carrière. Bon, voilà pour Dieng. À côté de ça, deux, trois petits moves, bon, ceux-là, ils sont vraiment anecdotiques. Chris Youngblood a été couplé, malheureusement, avec. J'espère que vous aviez acheté le maillot, qui vaudra de l'or, celui-ci, Chris Youngblood. Mais il a été coupé en grande partie aussi parce qu'il arrivait au maximum de matchs qu'il pouvait jouer avec OKC. Il avait passé tous les jours disponible. Je me rendais pas compte parce que j'avais l'impression que Carlson, par exemple, était plus là, même Barnizer. Ouais. Mais lui, effectivement, avait fait pas mal de petites rentrées, des fois pour une possession, des jours. Il était souvent en tenue. Là où ouais, et Carlson, par exemple, est rarement en tenue. Si vous voyez sur le banc, quand il joue pas, il est pas en tenue. Il a été remplacé par Buddy Boeheim, que, on va être honnête, je n'ai jamais vu jouer, mais qui est depuis 2 ans au KC Blue. Et de ce que j'ai pu voir depuis en me renseignant, c'est du shoot. C'est le même profil, peut-être un peu plus grand, mais c'est un shooter. C'est un mec qui va chercher qu'à tirer. Mais comme je l'ai dit, c'est anecdotique parce que je pense qu'on ne le verra pas hors garbage time. Et je trouve que d'ailleurs, alors autant à un moment Carlson, je trouvais qu'il apportait quelque chose, je trouve que maintenant les two-way de cette année, c'est pas des grandes réussites par rapport à d'autres années, je trouve. En même temps, l'année dernière, c'est quoi? AJ Mitchell était un two-way contract. C'est compliqué. Oui. C'est compliqué Non, mais de faire t'as eu mieux, quoi. Et je trouve que Ouais, t'as t'as même eu pas mieux. de pari, en fait. Alors Carlson pourrait l'être, j'ai envie de le mettre un peu à part, mais Barnizer, je trouve, c'est. Alors même s'il a mis des 3 points contre les Spurs, hein, c'est hard, hein. Non, c'est dur. Il sait rien faire. Offensivement, il sait Ouais. rien faire. Défensivement, il est même pas si fort. On parlait en Summer League de ses qualités, Non. interception, contre. Il y a même pas ça. Il y a rien. Ouais, il y a même Là, il fait du bien parce qu'il est grand. Combativité, quoi, mais Ouais. Et parce qu'il met de l'intensité, qu'il est un peu grand et costaud, mais c'est tout. En fait, il y a pas de. On part de très très loin aussi avec lui. Et Youngblood, du coup, était un peu anecdotique. Il a jamais été ni bon ni mauvais, j'ai envie de dire. Il tirait dès qu'il avait la balle, concrètement. Mais c'était moins pire que Flagler. Flagler. Ça, c'était pas ouf l'année dernière. Le 0 sur 10 man à 3 points, ouais. C'était vraiment horrible. Et le Spurs de Flagler, d'ailleurs. C'est vrai? Je savais pas. Oui, le Spurs, ouais? il est en tout Spurs. En Ouais, tout, ouais? ouais, bien sûr.
Bon, lui, typiquement aussi, tu lui donnes les clés d'une équipe de Pro A ou d'Euroleague, là, il prend 60 tirs, il est content. Ouais. Ah, il peut s'amuser. Ouais. Et pour finir, ensuite, Presti a acheté, en cash consideration, donc juste il a acheté les droits de Balša Koprivica, un intérieur serbe qui joue en Euroleague, et que l'on verra peut-être sûrement passer dans un futur trade ou quelque chose comme ça, mais qui n'est pas voué à être drafté prochainement et je pense qu'on le verra jamais. Mais c'est un petit micro-asset qu'on voit passer. C'est un peu dans le même style que Micic, sauf que Micic un jour est venu. Ça n'a pas été une grande réussite, mais voilà, donc un grand pivot serbe, assez athlétique de ce que j'ai regardé. Mais voilà, un autre truc anecdotique quand même à mentionner pour être exhaustif sur cette trade deadline. Voilà. Messieurs, un autre mot avant qu'on parle un peu des autres équipes, parce que c'est la suite après. Et tout va bien. Pas grand-chose à rajouter, hein, de toute façon. Parce Là-dessus, que, tu l'as dit, c'est anecdotique. ouais, parce que OKC était aussi impliqué à travers ces pics de draft, on va dire, dans cette trade deadline. Parce qu'on va parler des Clippers, de Philly et d'Utah, c'est-à-dire les pics qui nous restent pour l'année suivante. C'est exceptionnel en vrai, c'est n'importe quoi. Donc Philly, ça a presque pas bougé, on va être honnête. Presque le seul trade qu'ils ont fait, c'est avec OKC, du coup on en a déjà pas mal parlé. Ce qui ne Ouais. va pas changer la face un petit peu du monde pour eux. Par rapport à ce que tu disais, Amaury, je pense qu'ils vont être quand même compétitifs, surtout que Embiid revient bien récemment, joue de plus en plus, et voilà. Je pense qu'ils vont être un peu chiants à jouer pour des équipes en playoff, etc. Donc voilà, le pic ne sera pas très haut. Parlons du Utah maintenant. Utah, ah là là. Utah qui a été l'une des surprises de la deadline, puisqu'ils se sont renforcés avec l'arrivée de Jared Jackson Jr., l'un des trades un peu inattendus. Le pic de Utah est protégé top 8 sur cette année, donc il paraissait difficile à obtenir, et en vue de ce trade et du renfort qu'ils ont eu via le trade de Memphis, on pourrait se dire qu'il y a un peu plus d'espoir de l'avoir, ce pic qui remonte un peu au classement. Mais on n'avait pas vu arriver le tanking de compétition. Oh là là. Celui-là, il est exceptionnel. Celui-là, est-ce que si vous n'avez pas vu passer, et ça commence à faire parler grandement, sur les derniers matchs, concrètement, Markkanen et Jaren Jackson Jr. ne jouent pas les quatrièmes cartons alors qu'ils sont devant, puis ils finissent par perdre le match. Donc est-ce qu'on y croit vraiment à ce pic-là? Ça paraît inconcevable. Hein. Ouais, pour revenir au match d'hier, alors on a des quatrième carton, on a 12 minutes d'Ace Bailey, 12 minutes de Filipovski, 11 minutes d'Isaiah Collier, 8 minutes de John Conchar, qui a donc le joueur qui a le plus joué du trade de Jaren Jackson Jr. dans le quatrième carton. Un match qui a fini à 3 points d'écart avec le grand Magic d'Orlando. Mais ouais, non, moi j'ai du mal à y croire pour le pic du Jazz. C'est combien, c'est top 8, c'est ça? Ouais. Ouais, Ouais, top 8, il est 6ème là. Là, il est 6ème. Mais ils ont une marche sur le 7ème, c'est Dallas, il me semble. Il y a quand même 3 victoires d'écart entre Dallas et Utah, déjà, juste pour la 7ème place. Donc, si ça reste comme ça, pour l'avoir, il faudrait qu'il y ait 3 équipes qui aient de la chance derrière le Jazz à la loterie, ce qui me paraît quand même une probabilité assez faible. Et ouais, non, je pense qu'on ne l'aura pas. Mais pour Philadelphie, oui. Philadelphie, par contre, c'est sûr que ça va remonter au classement. Ils sont sur une super série. Embiid a encore mis 30 points hier. Ils sont vraiment chauds. Mais je pense que Philadelphie va finir derrière Houston. Et donc, on pourrait parler rapidement du fameux pic qu'on a envoyé. Ça restera un meilleur pic que Houston, en fait. C'est pour ça que, au-delà de ça, on aura toujours un pic assez correct, en plus de celui des Clippers. C'est vrai qu'on a réussi à pas leur envoyer le leur. Ça, c'est cool. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé avant. C'est vrai que c'est intéressant. Ouais. Ouais. Ben, sur le Jazz, je vais pas dire grand-chose de plus. Hein. Je suis assez d'accord avec toi. J'y crois moyen. Récupérer ce pic. Voilà, on a vu le match d'hier contre Orlando. Enfin, allez voir le clutch, vraiment, c'est super drôle, quoi. Où Hardy prend même pas de temps mort, ça balance des tirs n'importe comment. Enfin, c'est vraiment, c'est un peu triste de voir ça quand même. Mais bon, c'est les règles de la NBA, c'est comme ça. Pourquoi ils le feraient pas Je pense qu'ils vont finalement? prendre un truc. Hein. Je pense honnêtement qu'ils Ah vont ouais? prendre une sanction. Ouais, Parce que, là c'est en flagrant. fait, que tu fasses pas jouer les joueurs parce qu'ils sont soi-disant blessés et tout, bon, ok, tu peux peut-être justifier un truc et tout. Ah, là, c'est vraiment genre, ah putain, on va gagner, attends, je vais plus vous faire jouer. Et du coup, bah alors, il y aura toujours une justification. Il Hein, menait de mais 17 c'est. points. Il menait de 17 points. C'est. Waouh. Bon, Ouais, c'est quelque chose. C'est chaud. on l'a vu, ça, le karma arrive souvent à la draft après. Hein. Je maintiens. Ouais, Hein. mais ça c'est clair. Ça c'est clair. Après, ouais, non, moi j'ai
j'ai du mal à y croire. Enfin, pourquoi ils s'arrêteraient en si bon chemin? Ils sont Non, ouais. 6e pire bilan de la ligue. Pourquoi ils se mettraient à être compétitifs parce qu'il y a Jaren Jackson Jr.? Moi, je pense que cette saison, voilà, ils vont essayer d'avoir le meilleur pick et ça serait vraiment une surprise de les voir, enfin, pas devenir compétitifs parce qu'ils peuvent pas, mais essayer de jouer le play-in ou quoi que ce soit. Sachant que s'ils jouent le play-in, ils perdraient leur pick. J'y crois pas, Oui. mais alors qu'au State, il y a plein de, enfin, sur Twitter, et cetera, sur YouTube, il y a plein de vidéos qui disent, voilà, les Jazz avec Jaren Jackson Jr., ça peut potentiellement jouer. Moi, j'y ai pas une seule seconde, et même avant le match là contre les Magic, où je me suis dit, ah bah ça peut changer la donne. Honnêtement, on va se L'année concentrer prochaine. sur, ouais, l'année prochaine, mais on va se concentrer gentiment sur le pick des Clippers, que ça, on est sûr de l'avoir. C'est ça, yep. Celui-là, effectivement, c'est le dernier. Pas de protection. Des Clippers qui ont été très actifs aussi à la trade deadline avec l'échange Harden-Garland, avec Zubac envoyé à Indiana contre Mathurin, qui nous fait toujours du mal, qui Isaiah Jackson. Qu'est-ce qu'on en pense honnêtement? Je sais qu'on n'est pas forcément d'accord en plus là-dessus. Je pense que ce qu'on peut dire de manière globale, le talent est un peu moindre. Maintenant, surtout avec le départ de Zubac, et même celui d'Harden-Garland. Harden est encore un meilleur joueur que Garland quand même. Peut-être qu'ils sont rééquipés pour le futur. Ça, j'en ai discuté avec des fans des Clippers. Effectivement, pour eux, dans le futur, c'est un peu plus intéressant. Je les trouve moins forts, mais encore une fois, quand je vois des équipes comme Utah, sachant que les Clippers, eux, il faut qu'ils jouent parce que leur pick, ils veulent pas nous donner un top 3. Concrètement, ça arrivera pas, mais voilà, ils veulent pas nous donner trop haut. J'ai du mal à croire qu'ils vont descendre dans le classement, même avec ces trades. Ouais, moi j'y crois un peu plus parce que en fait enfin, le fait que Kawhi ait été très très fort ces derniers mois leur a beaucoup apporté et Kawhi a déjà joué 38 matchs cette saison. Alors pour certains joueurs c'est pas beaucoup, pour Kawhi c'est plus que l'année dernière. Donc j'ai peu d'espoir de voir Kawhi. Je lui souhaite pas de se blesser bien évidemment, mais ça fait quand même 2-3 mois qu'il joue tous les back-to-back, qu'il joue à peu près tous les matchs des Clippers et je vois pas un monde où Kawhi ne se blesse pas avant la fin de saison. C'est un peu de la science-fiction, mais je me base quand même sur des faits de Kawhi qui se blesse régulièrement. Historique, ouais. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et donc je pense que les Clippers vont vraiment être très faibles à la blessure de Kawhi. Et je vois pas, en fait, je vois pas de raison qu'ils ne donnent pas 25 tirs par match à Ben Mathurin, par exemple, ou qu'ils donnent pas 25 tirs par match à Garland. Et Mais ça, c'est bien, ça. Enfin, ça pour non une mais équipe qui. Bah, Ça ouais. va, quoi. ouais, oui, mais par exemple, même si Jaren Jackson Jr. joue un match sur trois, un peu le quatrième quart-temps, et qu'il y a un match sur trois, moi je pense que les Clippers c'est vraiment moins fort. Bon, le Jazz, je parle de Jackson Jr., je pense que le Jazz va finir derrière les Clippers. Mais par exemple, devant eux, il y a Milwaukee. Il n'y a pas Giannis, mais c'est 3 victoires d'affilée. C'est une équipe qui se bat un peu, je sais pas pourquoi ils se battent, mais ils le font. Et je pense qu'il y a 3 victoires d'écart à l'heure actuelle. Je pense que Milwaukee va finir devant. Je pense que Chicago va finir devant. Mais Memphis, hein, je pense que ça va finir devant parce que Memphis, ça se bat un peu. Ah ouais. Ouais, moi, je vois vraiment les Clippers très faibles, hein. Je pense que les Clippers, ça va pas gagner un match. En fait, ils ont Bah, ils ont aucun gagné intérêt. déjà. Ah ouais. Oui, oui, non, oui, ils ont gagné. Mais ils ont joué qui ils ont joué Bah, qui Attends, je me rappelle plus là. C'est quand j'ai vu le match d'ailleurs. Ouais, les non, Kings, mais les tu Kings. les as très bas Voilà. contre les Kings. Ouais, voilà, les Kings. Où ils perdaient d'ailleurs, où ils sont menés ils sont menés dans le quatrième. Bon, bref. Mais moi, je vois, bon, j'ai dit top 5. J'ai un peu exagéré sur le top 5. Je dirais 8-9e, le pick en gros. Voilà. C'est derrière Chicago, derrière Milwaukee et je dirais Memphis qui passe devant, en gros. OK. Moi, j'avoue, je pense que je suis un petit peu entre vous 2. En fait, il y a vraiment ce facteur, injury prone qui, comme tu l'as dit, marche pour Kawhi, mais marche aussi pour Garland, en fait. Garland, c'est un joueur, Plus qui Garland, revient de ouais. blessure et Il, qui, en plus, il a est du toujours mal à blessé, se hein. remettre en rythme, a du mal à revenir, il loupe des matchs par-ci par-là, et cetera. Donc en fait, tu as ce duo-là qui, si ils sont amenés à tous les 2 être blessés jusqu'à la fin de la saison, ça peut faire très, très mal. Ça peut vraiment faire très, très mal. Voilà, tu as des gars qui peuvent jouer, hein, Mathurin, et cetera. Franchement, j'aurais pas peur de lui donner beaucoup de ballons pour jouer, mais sans pour autant gagner les matchs, hein, évidemment. Mais ouais, en fait, tu as vraiment ce facteur injury prone où, ben, voilà, c'est un peu noir ou blanc. Si Garland et Kawhi jouent, franchement, je les vois pas trop bouger. Je les vois même potentiellement monter. Ça peut marcher. Enfin, Harden a fait quand même un très bon début de saison aux Clippers et je pense s'il était resté, ça aurait été meilleur que d'avoir Garland.
Mais Garland, s'il revient bien, ça peut potentiellement être pas mal. Mais à l'inverse, voilà, quoi, s'ils sont tous les deux blessés, ça peut vraiment descendre. Mais quand je regarde les équipes en bas, je suis assez de ton avis, Pierre. Franchement, c'est chaud Non, de mais faire tu fais la pire liste. Les Kings, que c'est du Jazz, fini. que les Ouais, Mavs, ça va rien jouer. Moi, les Grizzlies, j'y crois pas non plus. non. Les Bucks, j'ai du mal à y croire non plus. Les Bulls, ça va finir au-dessus. Et du coup, ça fait quoi? Ça met les Clippers top 10, top 9 max. Ce qui est déjà très bien, hein. Un pic 9, sachant que la loterie, on sait jamais à quoi s'attendre, c'est déjà bien. Mais je les vois moins forts, mais je les vois pas non plus dégringoler, quoi. Bah, les autres derrière sont encore moins forts. Enfin, Ah c'est oui, horrible. c'est cataclysmique. Il y en a, ils vont pas mettre des joueurs NBA, hein. Il y en a un. Mm. Ça va être vraiment dur, hein. Tu vois, les Clippers, bah là, ils ont joué sans Garland, sans Mathurin, etc. Mais t'avais quand même John Collins, t'as quand même des joueurs NBA, quoi. Enfin, ça me paraît vraiment compliqué. Et en plus, pour l'instant, ils sont en play-in. Si Memphis ne les double pas, et suffit que sur le match de play-in, ils te mettent Garland, Kawhi, etc. À tous les coups, ils t'en gagnent un ou deux, hein. Enfin, franchement, par exemple, ils jouent Portland là en 9-10. Bah, ils peuvent gagner, hein. Puis Tu en vois? plus, Ouais. le fait que ce soit une équipe qui n'a pas son pic fait que c'est une équipe qui va, Bah dans tous les oui. cas, se donner à fond, quoi. C'est une équipe qui va se donner Alors à que, fond. alors Alors que que les tu autres vois, ont eu leur pic. Tu une vois, équipe genre les Utah, Grizzlies, ils peuvent avoir ce dilemme, ah bah est-ce qu'on tank, est-ce qu'on tank pas? Les Clippers, ils vont pas tanker, ça leur sert à rien. Donc ouais, faut pas non plus trop se dire que ça va dégringoler selon moi. Ouais. Après, j'ai dit 8-9, hein, j'ai pas dit top 5. Oui, 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 oui. Au moment du trade, j'ai dit top 5, hein, je reconnais. Après Top 5, analyse, top 5, c'est vraiment chaud. après analyse de l'effectif du Utah Jazz, par exemple, et notamment du match d'hier, je reviens sur mes paroles. Tu vois, pour moi, déjà, ils restent. Ils feront pas en dessous de 10e à l'ouest. Donc, déjà, ils seront en play-in. Et de l'autre côté, il faudrait que Milwaukee, j'y crois pas du tout. Giannis, il va pas rejouer de l'année. Enfin, c'est réglé. Et après, ouais, Chicago, Charlotte, Atlanta, je peux éventuellement croire qu'ils gagnent plus de matchs qu'eux. Ça peut se jouer, Ouais, surtout Charlotte, Ah bah qui Charlotte, est oui. en. oui. Charlotte qui est vraiment en phase de on veut tout casser. Donc, ça, je peux y croire. Mais ça te fait pas un pic si haut que ça, quoi. Mm. Je pense, au mieux, t'es fin de top 10. Et peut-être le plus plausible, t'es à 12, peut-être. Mais pick 12, c'est très bien, hein. Vu ce qu'on a drafté en 12 récemment, moi, ça me va, hein. Tu peux 12, avoir un très bon truc si tu draftes, hein. Wallace, c'est un 11, J-Dub, c'est un 12. 10, Voilà. Wallace, non? 10 peut-être. Oui, ah oui, 11, parce qu'on monte d'une place, un truc comme ça. Ouais. Bref. Non, t'es fin de loterie, c'est très bien, hein. C'est un très bon pick, hein. C'est d'ailleurs ce qu'on disait, hein. Moi, on s'attendait pas à avoir un top 5, hein, quand t'as le roster des Clippers de base. Bon, tu t'attends pas à avoir un top 5. Peut-être qu'au début de saison, quand tout se cassait la gueule et que t'avais des blessés, tu te dis: «Ah, il y a un monde où vraiment ça pète fort». Mais après, ils sont remis d'aplomb, c'est très cyclique les Clippers et c'est connu pour ça, donc à voir, ouais. Après, je trouve que par contre, pour eux, dans le futur, d'avoir ces jeunes de jouer différemment qu'avec Oui. Harden, ça peut être vraiment intéressant. Par contre, ça, je peux pas leur enlever que ce sera peut-être une équipe à suivre dans quelques années, quoi. Ah oui, C'est par ça. contre, pour eux, sur la longévité, c'est une bonne deadline, hein. Je suis Mmh. complètement corda avec ce qu'ils ont fait. C'est sûr que pour cette année, bah, ça sera moins fort, c'est sûr. Ouais. Voilà, donc pas que des bonnes nouvelles pour les Pics, honnêtement, à voir comment ça coulisse, mais celle de Utah aurait pu être bien, mais ils en ont décidé autrement, donc ça, Mm. c'est déjà réglé. Mm. Parlons maintenant des autres équipes, de manière globale, parce qu'on le sait, enfin, depuis 2 ans, mais surtout depuis l'année dernière, l'objectif, c'est le back-to-back, c'est de gagner le titre. Et OKC a fait un mouvement, mais on va parler un peu des autres contenders, outsiders au titre, selon comment vous les considérez. Amaury, toi, est-ce que, après cette deadline, tu es plus ou moins inquiet de la concurrence? Ou est-ce qu'il y a une équipe qui te fait plus peur, moins peur, etc.? Moi, je suis moins inquiet parce que je n'ai pas eu de trade qui me font peur, tout simplement, ou qu'on aurait pu attendre, je ne sais pas. Par exemple, Zubac, il termine aux Pacers. Il termine pas dans une équipe contender. Déjà, il termine à l'Est et il termine pas même dans une équipe contender à l'Est cette année, en tout cas. Bon, l'année prochaine, ce sera autre chose. Mais on n'a pas eu de gros trades là où certaines équipes, comme les Lakers qui ont récupéré Luke Kennard, mais bon, on va pas. Enfin, j'aime beaucoup Luke Kennard, mais je suis même pas sûr que. On parlait d'Isaiah Joe tout à l'heure, Luke Kennard, il n'a même pas la moitié de sa défense. Donc en playoff, c'est pas utilisable. Et Denver, il me semble que si je me trompe pas, Denver n'a pas bougé.
Denver n'a pas bougé, San Antonio n'a pas bougé. De l'autre côté, New York n'a pas bougé, Houston n'a New rien York fait. à Alvarado. Ah oui, Alvarado, pardon, c'est vrai, New York Alvarado, ouais, effectivement. Et a dégagé Yabusele. Et Houston n'a rien fait pour renforcer son attaque. Donc à partir de ce moment-là, je suis moins inquiet, mais pas parce que les équipes sont moins fortes, juste parce qu'on aurait pu s'attendre à un trade des autres contenders, et que nous, finalement, on a récupéré Maiken à la place de Smandjeng, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure. Donc on a aussi rajouté une corde à notre arc, aussi petite soit-elle. Ça reste un atout de plus qu'on va pouvoir utiliser en playoff. Et maintenant, je pense qu'on va reparler des matchs après, mais ce qui va être important, ça va être le seeding là, sur la dernière partie de saison avant de penser aux playoffs. Déjà, Giannis n'a pas bougé. Ouais, Ce qui aurait pu être Giannis, très top. inquiétant si les Wolves ou les Spurs ou je sais pas qui les récupérait. Ça aurait pu changer un peu la face de la ligue. Effectivement, je suis pas. Il n'y a pas eu de gros moves qui font douter plus d'une équipe. Les Celtics pourraient être problématiques entre guillemets, mais Vucevic, j'ai des petits doutes. Mais quand il y a une news de Tatum qui a recommencé le 5-5, tu te dis Ouais. ça c'est intéressant Un pour bon eux, donc justice. pourquoi pas. Les Cavs ont fait des mouvements, c'est peut-être plus intéressant maintenant, c'est différent, je pense surtout. Donc à voir. Les Pistons n'ont pas beaucoup bougé, il y a eu Ivy pour Werther en gros. Les Knicks un peu pareil. Moi, celui que j'aime bien et que tu n'as pas mentionné, c'est Wolves. Dosunmu aux Wolves, Ouais. qui pour le coup, déjà je l'ai trouvé intéressant cette année, mais comme tous les ans après, mais en playoff, il faut voir comment ils évoluent, mais je les trouve encore meilleurs. Et là, ils ont gagné un joueur de rotation, ce qui leur manque cruellement d'année après année. Là, du coup, leur top 7-8 de la rotation, ça commence de ressembler vraiment à quelque chose, je trouve. Et je trouve que c'est un move, on verra comment ils jouent et si ça paye pour eux, mais qui pourrait être sous-coté, pardon, et pourrait être vraiment intéressant. Parce que là, quand tu fais la liste, tu as DiVincenzo, Edward, McDaniels, Randle, Gobert, c'est leurs 5 un peu classiques. Et derrière, tu as Nasrid, qui nous détruit à chaque fois. De Somnou, Highland, qui joue pas mal, qui apporte un peu de l'attaque. Ils ont récupéré Conley, ça c'était Ouais. incroyable aussi. Et après, tu as leurs soldats à l'aile, Clark, Shannon Jr., etc. Alors, c'est moins complet qu'OKC quand il n'y a pas de blessés, etc. Mais je trouve que leur rotation commence de faire sens sur ton 7-8. Donc celui-là est pas sous-coté, honnêtement. Après, les Nuggets, c'était sûr qu'ils n'allaient pas bouger avec les progressions internes, avec les blessures. Les Spurs, ça serait casser leur noyau, même si tu avais 2-3 candidats, Sohan, etc. Je suis pas archi surpris que ça n'ait pas beaucoup bougé. Mais ouais, peut-être celui des Wolves, qui m'inquiète pas, mais qui me dit, ils ont peut-être... ça va peut-être payer pour eux, ce truc-là. Tu vois, c'est un truc intéressant. Ouais, moi, je suis d'accord avec Amaury, je suis pas forcément inquiet et aussi d'accord avec toi, Pierre, justement sur ce trade qui est voilà, le seul qui a un petit peu retenu mon attention, sachant qu'ils envoient rien, quasiment rien. Enfin, ils envoient Dillingham qui avait du mal à intégrer la rotation. Enfin, il était dans la rotation, mais il a du mal à vraiment être bon parce que trop jeune et un talent qui doit encore être poli. Ils envoient quelques second tours et Leonard Miller. Ils envoient Mike Conley à la base, mais ils le récupèrent. Donc au final, c'est vraiment juste tu injectes Ayo Dosunmu qui fait un excellent début de saison. Il est à plus de 15 points de moyenne. Il est à 45% à 3 points. Non, il est super fort. Ouais. Il est super, super fort et en défense sur les ailes, c'est vraiment, c'est vraiment, pas élite, mais c'est très, très fort, c'est très, très solide. Et en plus, enfin voilà, depuis le début de la saison, les fans des Wolves, et même, les fans de NBA réclament, voilà, un renfort, sur le backcourt, côté Timberwolves et en fait, ils ont chopé peut-être le meilleur guard, sur le marché, de la trade deadline. Donc c'est vraiment, selon moi, un excellent move et voilà, comme tu l'as dit, Pierre, il va directement s'injecter dans la rotation. En fait, il va un petit peu apporter, ce que, Nickel Alexander Walker, apportait l'année dernière. Pas sur la même position, mais en tout cas dans l'idée. C'est un petit peu C'est vrai qu'ils avaient le lui, même ouais. Ah oui, c'est c'est un vrai. petit peu le même profil, tu vois? Donc ils récupèrent ça, c'est vraiment un bon move pour eux. Maintenant, est-ce que ça les fait passer dans une sphère différente?
Je pense pas. Je pense qu'il manque encore quelque chose aux Wolves pour passer ce fameux step des finales de conférence et en tout cas battre OKC. Mais ouais, voilà, en tout cas à l'Ouest le seul move qui a renforcé en tout cas une équipe. Parce que sinon, ouais, voilà, le reste, ben, les Rockets qui, eux aussi, avaient cruellement besoin de renforcer leur backcourt ne l'ont pas fait. Et le reste, ça n'a pas bougé. Ou les Warriors, mais est-ce que les Warriors sont déjà de base une vraie menace? Non. Donc voilà. Après, voilà, tu l'as dit, les Celtics, si Tatum revient et que ça marche bien, ça peut faire peur quand même, hein, Faut voir comment il revient à plein de choses, Ouais, mais exactement. et comment il revient. Vucevic et Et Tatum et ouais. après, Vucevic en défense, Je voilà, vois pas du tout. c'est Ouais, mais quand même ça pas fait le super nombre en pivot parce que compliqué. là, ils étaient dépeuplés, quoi. Enfin, ils Ouais, n'avaient c'est pas ça. Non, vraiment de mais pivot, c'est c'est un surtout bon ça. move. C'est un bon move, ça c'est sûr. Les Celtics, ouais, attention, parce que sinon les Cavs, j'avoue, OK, Harden, mais si tu parles vraiment purement match-up avec OKC, c'est vraiment pas quelque chose qui me fait peur. Et en plus, Harden, si on parle de playoff, voilà, c'est toujours enfin, on a toujours un petit peu des réserves dessus. Donc, ouais, je dirais Wolves et Celtics à checker sur cette trade deadline. Mais voilà, on a la chance qu'il n'y ait pas eu de gros move, comme vous l'avez dit, et pas de Giannis aux Wolves qui était pressenti pour y aller, quoi. Ouais, Après, moi, peut-être juste avant qu'on continue, juste on dit qu'on n'est pas inquiet, mais c'est pas pour ça qu'on va gagner le titre et que c'est pas pour Non. ça qu'on va défoncer tout le monde. C'est juste qu'on est encore favori et que les équipes, quand on regarde le roster, on les met côte à côte, tout le monde choisirait OKC. Et je pense que si on demande à, je sais pas combien de pourcentage des fans NBA, mais s'ils doivent mettre leur maison sur une équipe qui gagne, ils la mettent plutôt sur nous, je pense. Normal, enfin, dans la logique. Maintenant, pas exclu qu'on batte tout le monde et qu'il n'y ait pas une équipe qui step up de malade, comme les Pacers l'année dernière, par exemple, et qui soit très inquiétante. Ça, voilà. ouais, les Cavs, ça marche super. Enfin, tu parlais des Cavs, ça marche super bien en ce moment. Et au moment où j'ai vu le trade, je me suis dit, on est littéralement la kryptonite des Cavs. Harden et Mitchell sur les lignes arrière, c'est littéralement le cauchemar. On est le Ouais, c'est cauchemar ça. des deux joueurs, quoi. Donc, bon, en vrai, pour l'Est, c'est dangereux. Enfin, je pense que c'est un vrai renfort à l'Est. Mais si pour une potentielle match-up en finale entre nous et eux, je suis même un peu plus confiant pour Harden. Enfin, bon, que Garland, non, mais de voir que c'est Harden qui est dans le trade et que c'est pas, ils n'ont pas lâché Jarrett Allen, par exemple, pour aller récupérer un meilleur pivot, etc. Sur ce point-là. Et puis pour les Bulls, je suis d'accord avec vous, je vais pas vous répéter. Mais en fait, le seul point, c'est que je trouve que Dosunmu, c'est pas une upgrade si grande à Alexander Walker l'année dernière. J'ai pas de joueurs qui ont progressé énormément à Minnesota. Donc pour comparer à la série avec la série de l'année dernière, par exemple, si nous on avait déjà Mitchell en plus, bah, on leur a mis 4 ans l'année dernière, je ne vois pas en quoi, sur le papier en tout cas, parce qu'après, je sais pas, hein, ils peuvent avoir des coups de Mm. cheveux sur une série et tout. Sur le papier, je vois pas en quoi le rapport de force a changé entre la série de l'année dernière et la potentielle série qu'on peut avoir cette année. Non, non, je suis d'accord avec vous. C'est Hein. un vrai Ouais. argument. Quand Ouais. on dit qu'on n'est pas inquiet, on n'est pas plus inquiet maintenant, en tout cas. C'est Voilà. ça, c'est ça. Oui. Je pense que de toute façon, encore une fois, ça va jouer sur une histoire de match-up en playoff et de santé. Ouais. Mine de rien, Mm. parce que si OKC se retrouve sans G-Dub, sans la moitié du roster, pas compter gagner, c'est sûr et certain, mais voilà, ça va encore beaucoup jouer. Messieurs, peut-être avant de conclure, on parle très rapidement de la période actuelle, parce que au-delà de cette joie et de cette liesse à l'annonce d'arrivée de Jared McCain, on a eu la news quasi en même temps que Shea était absent au moins jusqu'au All-Star Break, et que ça allait s'accumuler avec les deux autres créateurs qui étaient déjà blessés, qui sont Jalen Williams et Jay Mitchell. Le reste du injury report s'est un peu vidé, bon, sauf contre les Spurs, on a envoyé l'équipe B, concrètement, voire C. On l'a vu sur les derniers matchs, alors l'équipe ne lâche pas, c'est presque encourageant ce qu'on voit avec ces joueurs-là, mais c'est chaud. Ça va être compliqué de gagner des matchs, sachant que le calendrier, là, jusqu'au All-Star Break, donc là, c'est bien de jouer les Spurs et les Rockets, c'est Lakers, Phoenix et les Bucks, donc ce qui est quand même assez compliqué, avec un back-to-back en plus. Et vous en avez parlé à demi-mot, le seeding, et pour le coup, après ce départ historique dont on avait beaucoup parlé, le classement se resserre. Les Pistons ont autant de défaites que nous, les Spurs se rapprochent doucement mais sûrement, donc voilà, il y a une petite inquiétude pour le coup vis-à-vis de ce seeding. Alors on fera 100 si on l'a pas, mais voilà. Ouais, est-ce que honnêtement il y a quelque chose à tirer de ces matchs-là où vraiment on fait le dos rond et on attend que ça passe?
Non, Ça, c'est honnêtement, ma question qui est. quelque chose à tirer, en tout cas, s'il y a des choses à tirer, c'est sur les joueurs individuellement. Là, quand tu donnes la balle à Cason Wallace, certes, c'est effrayant, mais il montre quand même des progrès, des choses intéressantes. Donc là, les choses qu'on va observer, ça va plus être là-dessus. Mais sinon, collectivement, enfin voilà, c'est compliqué. Enfin, c'est facile de dire qu'on a une attaque de merde, mais c'est compliqué aussi, sachant que bah, tes trois meilleurs ball handlers ne sont pas là, quoi. Ils ne sont pas là en la personne de Shea, J-Dub et Jay Mitchell. Donc, ouais, c'est plus individuellement. Vous regardez, bah, par exemple, si un McCain fait des bonnes minutes sur ses débuts, si un Caruso revient bien, Hartenstein, on le voit vraiment hier, il bat son record en passe. Voilà, on le voit vraiment en tant que créateur, limite comme, ouais, comme première option offensive en fait du Thunder, mais à la distribution. Donc ça, c'est des choses intéressantes. Comme tu l'as dit, une équipe qui lâche rien, ça a toujours été pour OKC. Donc c'est toujours plaisant de voir ça. Mais voilà, je pense que ce qu'on peut dire, c'est vivement l'All-Star Break, que tout le monde se repose un peu et surtout Shai. On n'a pas trop d'informations sur la blessure d'A.J. Mitchell. On espère qu'il sera de Mm. retour au All-Star Game, après le All-Star Break, pardon. Mais ouais, parce que là, il nous reste 3 matchs. Et après le All-Star Break, le stretch est assez chaud aussi, avec pas mal d'équipes de haut de tableau. Donc, ouais, c'est sûr que quand on, je pense que si on réécoute le podcast début de saison historique, ça doit être assez drôle. Après, voilà, on pouvait pas prédire qu'il y ait autant de blessures et que OKC perde le rythme à ce point. Mais c'est vrai qu'on se comparait quand même aux Warriors 2016, quoi. Ouais, bah, en plus, on en avait parlé dans ce podcast d'ailleurs du fait que les Warriors n'avaient quasiment aucun blessé. Donc voilà, après, on va pas se comparer aux Warriors de 73 wins parce que nous, on espère remporter le titre déjà en premier lieu. Euh, voilà, la petite pique. Mais non, mais plus sérieusement, au-delà des perfs individuels, oui, mais moi j'ai envie de voir aussi ce que j'ai vu hier d'ailleurs, du jeu à deux Hartenstein Isaiah Joe. J'ai envie de voir un peu de mouvement de balle pour trouver du Jared McCain over à 3 points, voir peut-être Jared McCain en créateur qui t'a essayé des choses. Autant tester, voilà, lui donner des ballons, voir ce que ça peut donner, voir quel rôle on va pouvoir lui donner au retour des Shea, des Jay Mitchell, des J-Dub. Et puis là, il reste 3 matchs. Allez, au moins gratter 1 ou 2 matchs parce que les Spurs sont à 3 matchs et demi. Je crois qu'ils ont 4 victoires de moins, 3 défaites de plus. Et on joue en gros, on joue à Los Angeles. Je sais pas si on joue à la maison, on joue Los Angeles et Lakers. Je sais pas si On joue chez eux, les Lakers. on joue chez eux. Ok. À On joue Phoenix, à Los Angeles, et on reçoit les Bucks juste et on reçoit les avant Bucks la fin. en back-to-back, ouais, du coup, après Phoenix. Au moins Celui-là, gratter il faut un absolument le un prendre. match. Sinon- C'est ça. Ouais. Ouais. C'est ça. Mais voilà, et puis oui, comme vous l'avez dit, voir une équipe qui se bat, mais ça, on n'a pas trop de doute. La défense, au final, bon, moi, c'est l'attaque des Rockets. Je suis très très bas sur l'attaque des Rockets, mais elle a été là hier, malgré tout. Continuer de voir cette défense, Cason Wallace dominer défensivement, etc. Et puis voilà, prendre ce qu'il y a à prendre, mais en espérant que justement ça dure pas trop longtemps et qu'au retour des All-Star Break, on ait des retours. Je pense que c'est surtout ça le plus important au-delà de ce stretch d'une semaine. Ouais, mais je rejoins ce que vous dites. En fait, le fait que t'aies pas tes créateurs, et qui en plus sont souvent des créateurs pour eux-mêmes, et ça va se ressentir beaucoup dans le clutch, où quand les défenses vont se resserrer et que tu peux pas sanctionner leurs erreurs, parce qu'il y a moins d'erreurs, tu peux pas juste donner la balle à un mec. Ce qu'ont fait les Rockets avec KD, hein. À la fin, il met 2-3 tirs, ou à Şengün. Tu peux pas, il se passe pas grand-chose, quoi. T'as Kesson, t'as un Wiggins qui a tenu la baraque aussi 2-3 fois, t'as Chet que t'essayes de servir au poste, et c'est tout, quoi. Et en fait, c'est là où Hartenstein est bien, mais on va dire sur des défenses un peu plus laxistes. C'est quoi? Tu vas mettre des cuts, tu vas faire des transferts à l'opposé parce qu'ils viennent aider un peu trop, des trucs comme ça. Mais ça, dans le clutch, c'est dur en fait. C'est là que tu vois l'importance d'avoir des joueurs en NBA qui sont capables de jouer un peu tout seuls, parce qu'il faut le dire les choses, hein. Parce que même dans un système de passe où la balle bouge vite, si je prends les Pacers l'année dernière, au bout d'un moment, tu as des joueurs qui sont capables de sanctionner un contre un, quoi. Siakam, il y a un moment, il était super fort là-dessus. Donc non, c'est là que tu te vois que si tu enlèves Shea ou même un Mitchell, c'est très dur, c'est vraiment Ouais, dur, c'est et tu chaud. as très peu de joueurs capables, et tu es encore plus dépendant de ton adresse, parce que
pour le coup, tu arrives via certains joueurs à prendre un peu d'initiative, à avoir des tirs, mais si tu les mets pas en plus, c'est vraiment compliqué, quoi. Donc non, c'est sûr que c'est pas la meilleure période, mais c'est intéressant, comme vous l'avez dit, par contre, pour que certains joueurs quand même prennent leurs responsabilités, se montrent un peu plus, se développent, c'est un grand mot parce que ça va pas durer 10 ans. C'est pas comme si tu avais une saison blanche de chez où effectivement tu devais changer plein de choses, comme les Celtics, du coup, à peu près. Là, c'est vraiment et quel cap je suis capable de prendre pendant combien de temps, quoi. Donc un coup, ça va être Wiggins. Joe fait souvent des gros matchs dans ces cas-là parce qu'il est plus utilisé. Tu as Casson, qu'on a vu beaucoup plus hier. C'est intéressant ça, au-delà de leur développement, on est dans la prise de confiance. C'est-à-dire que peut-être que d'avoir fait ça, enfin d'avoir été obligé de faire ça d'ailleurs, quand il faudra peut-être faire un play en playoff, tu en auras un à faire, bah tu seras peut-être un chouïa plus en confiance pour le faire, ou tu seras un peu plus en confiance pour mettre un tir, etc. Donc c'est le seul point positif, hein, parce que par contre, Mmh. effectivement, sur le classement, ça commence d'être vraiment tendu. Et le bilan, on le fera à la fin de l'année, mais le bilan, au final, on avait sûrement raison en disant qu'on gagnera moins de matchs que l'année dernière. Je sais pas si on est pas déjà d'ailleurs au bilan de l'année dernière. On avait fait combien? C'est Non, qua- toujours pas. 14, non, 14 défaites. On n'est pas loin, hein. 11 défaites, Ouais, on est à combien? On est à 13. On est à on est à 13. 13. Ouais. Ah ouais. Donc on avait eu raison là-dedans, même si ça avait commencé très fort. Mais voilà, il va falloir essayer de faire le dos rond avant de se remettre d'aplomb, on espère, après l'All-Star Break. Où là, c'est trop Ouais, c'est compliqué. sûr. Mais ouais. Ouais, c'est sûr, parce que là, les Spurs ne sont qu'à 3 défaites, hein, finalement. Donc c'est vraiment Ouais. pas loin. Mm. Et il y a aussi un joueur dont on n'a pas parlé, c'est le All-Star. Oui. Le second All-Star qui n'est lui pas blessé, Chet Holmgren, qui peut quand même parfois frustrer. Alors on sait que il n'a pas été All-Star Mais que pour son apport offensif, hein, c'est l'encre défensive de cette équipe. Mais on peut aussi attendre de lui de prendre un poil plus de responsabilité et jouer un poil plus de 1 contre 1, même si, enfin voilà, il j'ai peut pas du en mal vrai. à, Ouais, j'ai du mal à y je suis croire. désolé. J'ai du mal à y croire, Hier, mais ouais, Bah, hier, hier il en met aussi. sur KD, mais tu peux pas lui donner la balle en ISO comme on fait des Ah, c'est fois. chaud. En fait, Chet, c'est pas un All-Star C'est frustrant. dominant C'est offensivement quand et même frustrant, dépositaire de mais ton ouais, jeu. C'est pas, et c'est pour ça qu'il est critiqué d'ailleurs par certains. C'est que c'est bien pas un sûr. mec que tu peux lui donner la balle et là, t'as Paché J-Dub, il va pas t'en mettre 40. J-Dub, en vrai, il y a Paché, il prend, s'il y a besoin, il prend 25 tirs, hein. Je pense Mm. que Chet ne peut pas faire ça. Tu peux pas lui donner 25 tirs. Enfin, il peut pas se créer ses tirs, etc. C'est pour ça que tu as besoin des step-up des autres, quoi. Et tu Bah vois, oui. c'est Kesson qui prend le plus de tirs hier. Ouais, il en prend Ouais, c'est Kayson. 16, je crois. Mm. Il en C'est prend Kayson. 16. Ouais. Ah oui, Ou Joe, bah, c'est sûr peut-être. que On va regarder. je crois que je pense que c'est Kaysen. Mais ouais, mais juste pour revenir sur le chat rapidement, bah, en fait, les seules fois où il a tenté de driver, bah, il a perdu le ballon. Donc, enfin, Il y a eu notamment, un on ou avait deux fait. sur KD où j'étais content et je me suis dit, KD, Oui. il défend pas tant que ça. Oui, oui. Il l'a un peu ciblé, ouais. Mais Ouais, ouais, après, tu lui demandes de driver sur des petits, il perd tout le temps la balle, en fait. non, c'est Il se ça. met dos, Mm. en fait, il veut mettre un cross. Le petit est trop devant Ouais. lui et lui prend la balle, Ouais, donc il se met dos à lui et il va. Enfin, c'est compliqué, hein. ouais, Ah, c'est exactement. Mais il prend que 10 tirs, chat. Il prend plus de rebonds que de tirs Mm. hier. Ouais, c'est Kayson 16 et Ron Higgins 15, les deux premiers en termes de tirs tentés. Et puis voilà, et puis même on lui envoie mal les ballons, notamment intercepté par Richie Ouais, par deux pistes sur Chettelgren qui fait ouais. 2 m ouais. 10. Voilà, mais en fait on va avoir besoin quand même qu'il au moins mette quelques mid-range, etc. Et puis c'est aussi, on a le droit de juger de Marc Daigneault, enfin juger, on va pas juger définitif, mais on a le droit aussi de voir si comment Marc Daigneault va s'adapter, parce que là on a vu un seul match avec les joueurs sans chez J-Dub. Mais peut-être justement trouver quelques spots pour Chet du mi-distance où il est vraiment bon ces derniers temps. Des situations favorables pour lui, pour Kayson Wallace aussi, pour qu'il puisse. On sait que Kayson Wallace, il est fort après un décalage. Bon, là, il n'y a pas pour créer un décalage, mais peut-être trouver voilà, des situations en mouvement, etc. Voir quel play on peut débloquer aussi pour les minutes où on aura besoin des role-players hors des porteurs de balles. Et puis là, alors, Lakers, Phoenix, Bucks, Chet, tu peux casser leur raquette, genre. Ouais. Vraiment. Mm. C'est pas les plus grosses raquettes de NBA que tu vas prendre là sur les prochains matchs, parce que là, c'est du Jackson Hayes qui start pour les Lakers avec Hachimura. T'as Mark Williams, qui n'est pas réputé pour sa défense non plus, protection de cercle, etc. Et les Bucks, il n'y a plus de Giannis, déjà.
Ouais, il y a Donc, Turner quand même. ouais, mais bon, enfin, Oui, c'est pas. Ouais, Oui. bon, ouais. il vaut mieux Portis, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, Et puis, ouais. et puis C'est Pierre, pas la raquette des Rockets qui est blindée, quoi. Même si c'est Şengün, c'est blindé. Physiquement, ils vont lui mettre des brins et c'est compliqué, quoi. c'est ça. Et même Pierre, tu parlais des défenses laxistes. Je pense qu'Hartenstein, il va se régaler contre les Lakers demain sur les passes décisives, J'espère. des cuts, etc. Luka Doncic, quand ça va cut dans son dos, je suis pas sûr qu'il soit Est-ce aussi qu'il à joue la. d'ailleurs? Je suis pas sûr qu'il joue, hein. Je suis pas Ah, sûr je qu'il sais joue, pas. hein. Je crois pas qu'il joue. Parce qu'il a pas joué je sais pas s'il a joué Ouais. les derniers matchs, je suis pas sûr, hein. Il était doubtful hier, j'avoue, j'ai Là, pas. il a joué 15 minutes contre Ok, les ouais. Sixers. Ouais, il a Donc pas ça, joué c'était hier, avant. effectivement. Il a Ouais. pas joué hier. Après, Ouais. c'était back-to-back, donc à voir. Ouais, je sais pas. Ouais. Mm. Mais Non, mais il faut en prendre. Là, sur la série, on va dire de 5 matchs tranchés, il faudrait en prendre 2 ou 3. Là, tu es à Ouais. 0-2. Il faut Ouais. réussir à réagir pour limiter la casse sur la fin. Et ça va demander un step-up d'un peu tout le monde. De Chet, des role-players qui sont en train de le faire, je trouve. Pas tous en même temps. Mais tu vois, Isaiah Joe contre les Rockets a été vraiment très intéressant, pour le coup. Franchement, rien à dire. Bon, on verra. On verra. Ouais. Messieurs, on a 1h20 pour parler de cette trade deadline. Merci à tous les deux et merci à tous ceux qui sont arrivés jusque-là de nous avoir écoutés. Et ben du coup, suivez-nous partout, toutes les plateformes d'écoute, etc. Je refais le rappel, YouTube, Twitch. Et puis, ben, on va serrer les dents, nous aussi, jusqu'au All-Star Break. Et après, on se reposera un petit peu. Et puis, comme d'habitude, on se retrouvera sûrement la semaine du All-Star ou juste après pour notre épisode, nos attentes pour la fin de saison. Il est toujours à ce moment-là. Et puis après, on pourra vivre tranquillement la fin de saison, j'espère, sans blessure. On espère que tout le monde arrive en forme. Et puis, bon Super Bowl à tous, parce qu'on enregistre le jour du Super Bowl. Vous Et oui. n'écouterez pas à ce moment-là. On espère, je sais pas ce qu'on espère. Je suis pas assez là. Pour Alan Guillou, j'espère que les Pats vont gagner, je vais le dire comme ça. Voilà, Ouais. Et puis, bonne soirée tout le monde. Salut. Salut tout le monde. Salut tout le monde.